Alors, pour que la fibre reste un succès national, les collectivités locales réagissent. Ça, c'est le titre de la tribune qui est publiée par l'AVICA, signée par cette association d'élus de combien de collectivités territoriales ? 230 collectivités à travers toute la métropole, mais aussi toute l'outre-mer. Et très engagé sur le numérique. C'est vraiment le sujet de l'AVICA. Bonjour Ariel Turpin. Vous représentez l'AVICA, puisque vous êtes le directeur général de cette association d'élus. Alors déjà, votre tribune commence par un titre qui parle de succès de la fibre. Donc vous êtes plutôt satisfait du rythme de déploiement, j'imagine, de fibre optique en France ? Tout à fait. En fait, on devrait être en permanence en train de faire la fête sur les territoires, parce qu'on a réussi en France quelque chose que plein de pays galèrent encore à faire, c'est-à-dire passer du réseau cuivre au réseau de fibre optique. On est en train d'y arriver, il y a eu un plan pour cela, donc un plan volontariste de l'État, accompagné par les collectivités, qui a permis de fibrer la France à une vitesse encore inégalée. On n'a pas vu ça, encore une fois, dans d'autres territoires. Donc, mais fibrer la France, en fait, pour bien comprendre, Delphine, c'est déployer le réseau de fibre optique jusque à proximité de votre domicile ou à proximité des immeubles. Et c'est là où ça se gâte. Parce que ça, ce succès-là, il est réel. Il est vrai, les chiffres sont là et le prouvent. On est à 14,5 millions d'abonnés à fin 2021. Tout à fait. Et beaucoup plus de locaux qui sont déjà raccordables. Oui. En fait, il y a plus d'abonnés en fibre optique aujourd'hui qu'en DSL. Donc c'est la réussite concrète. Mais pour autant, tout ne va pas bien. Mais non. Parce qu'en fait, si on a réussi toute la partie dite sur la voie publique, ensuite, il faut bien apporter la fibre chez le particulier. Et c'est là où ça se gâte. Parce que le paradoxe français, c'est qu'on a eu le génie de faire ce plan de déploiement, mais on a eu aussi un mauvais génie, d'inventer un truc, mais totalement incongru pour aller raccorder les gens. Ça s'appelle le mode stock. Qu'est-ce que c'est que le mode stock ? Alors, expliquez-nous. Qu'est-ce que c'est que le mode stock ? En fait, la question, c'est comment ça s'organise concrètement sur le terrain quand il s'agit d'aller poser l'armoire, c'est ça, au pied d'un immeuble ou de maison. Là, ça va, parce que c'est l'opérateur d'infrastructure, très souvent dans les zones rurales, qui est commandé par la collectivité locale. Donc, il lui a donné les instructions, le cahier des charges. Donc ça, la petite installation, c'est... Donc, tout ça, ça s'est bien passé. Mais donc après, c'est tirer la fibre jusqu'à l'abonné. Voilà. Et ça, normalement, ça devrait être le même opérateur qui s'en charge, pour le compte des opérateurs commerciaux. Il ne s'agit pas d'aller vendre... c'est pas la collectivité qui va vendre le service, bien évidemment, à chaque particulier. C'est bien les opérateurs commerciaux, notamment les 4 grands, Bouygues Télécom, Free, Orange et SFR. C'est eux qui vendent. Eh bien, la régulation a, sous l'injonction des opérateurs, puisque c'est eux qui l'ont réclamé à corps et à cri, il y a une dizaine d'années, a accepté un truc complètement incongru, c'est que ces opérateurs commerciaux se chargent de faire ce bout de raccordement final. Ce n'est pas l'opérateur qui a déployé l'infrastructure, c'est bien l'opérateur commercial qui se charge de faire ce bout. Et pour faire ce bout, il va toucher à tout un tas d'équipements de l'opérateur dit d'infrastructure qui aura déployé le réseau. Et c'est là où c'est la catastrophe absolue. En fait... Pourquoi ? Parce que pour une raison très simple, c'est que les opérateurs sont tous pressés de basculer le maximum de clients sur la fibre optique, parce que les gens qui ont testé la fibre optique ont vu que c'était absolument extraordinaire, et donc veulent tous y passer. Donc il y a une pression dans les deux sens. Et puis il y a un désengagement aussi sur le cuivre, qui est une décision nationale. Tout à fait. Il ne faut pas oublier ça, le désengagement sur le cuivre, les perspectives se rapprochent, donc bientôt il n'y aura plus de réseau cuivre. Donc tout ça conduit les opérateurs à bousculer, à aller très rapidement, et comme ce n'est pas leur réseau, comme ils déploient, ils ne font pas le raccordement sur un réseau qui leur appartient, ils le font sur le réseau d'un autre, eh bien, les considérants de qualité et autres passent derrière la vitesse, le rythme de raccordement. Et qu'est-ce que vous constatez comme type de dégradation ? Alors, la première chose, c'est que et on va y revenir, c'est que les techniciens ne prennent pas le temps d'ouvrir les armoires, donc ils n'ont pas les clés, ils interviennent à des horaires, des jours, sans prévenir personne. Les opérateurs qui sont propriétaires de ces infrastructures ne sont pas au courant des dates d'arrivée de ces techniciens, donc ils forcent les armoires. Ils ne les referment pas, évidemment, on ne va pas s'embêter. Ils cassent les boîtiers aussi, parce que pareil, ça prend du temps d'ouvrir, c'est plus simple de les arracher. Puis la fois où on devra arriver pour réparer, etc., on n'aura pas à nouveau à ouvrir. Parfois, on n'a même pas les moyens de se payer, j'y reviendrai, les clés pour ouvrir, simplement les clés triangles, pour ouvrir ces armoires.
ou c'est boîtier, donc on arrache tout. Puis je ne parle même pas de ce qui est sous la chaussée. Alors là, comment ça se voit pas du tout, donc ça traîne dans l'eau, c'est ouvert, c'est absolument catastrophique. Enfin, pourtant, vous dites, ils ne travaillent pas sur leur propre réseau, c'est pas eux, c'est pas forcément le même opérateur qui vend le service et celui qui a posé la fibre. Enfin, ils savent qu'ils sont 4 à se partager ce réseau, c'est quand même un bien commun presque pour eux. C'est un bien commun, mais vous comprenez, en fait, il n'y a pas d'incitation à être le bon élève dans l'histoire. Les 4 opérateurs, c'est un peu je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et le premier qui sera bon élève, en fait, va perdre la course devant les autres. Parce que si vous prenez le temps d'aller raccorder chaque Français, chaque Française, si vous prenez le temps de bien faire le travail, vous serez doublement pénalisé. D'abord, vous en ferez moins dans la journée. Oui. Vous serez obligé de payer plus des prestataires qui sont qualifiés. Et puis surtout, pendant ce temps-là, les autres vont raccorder, vont débrancher, c'est la grande technique, vont débrancher vos clients que vous aurez bien raccordés, parce que vous aurez bien fait le travail, pour aller brancher un autre client, parce qu'ils n'auront pas eu le temps de faire le travail. Alors pourquoi les collectivités territoriales se mobilisent sur ce sujet? Parce que ça râle au niveau des utilisateurs, c'est ça? Et bien évidemment, quand vous êtes trimballé... C'est vers vous qu'on se retourne. Voilà, c'est exactement ça. Quand vous êtes trimballé 2 fois, 3 fois, 10 fois de hotline en hotline, que vous êtes débranché pour la 5e fois, 6e fois, ben, vous allez voir la seule personne qui est à portée de baffe. Et qui est à portée de baffe sur les territoires? Les élus locaux. Oui. Voilà. Les opérateurs, vous ne les voyez pas. Vous voyez de temps en temps passer des techniciens. Il y a de plus en plus d'incidents entre des techniciens et des particuliers. J'ai même vu, commence à me remonter des menaces de mort, des plaintes, déposées en gendarmerie, donc bien documentées dans certaines communes où la tension est telle, où les problèmes sont tels que les gens en viennent aux mains. Alors, moi, j'avais reçu Laure de la Raudière, qui est la nouvelle présidente de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, qui avait manifesté justement sa préoccupation sur ce sujet. Ce n'est pas la première fois que vous interpellez les pouvoirs publics là-dessus, sur ces dégradations. Il ne s'est rien passé? Ça n'a pas bougé? Encore une fois, les opérateurs ne sont pas pressés d'agir. Moi, je maintiens qu'il y a une volonté de leur part de jouer la montre, de jouer le temps, et ce temps, ils jouent contre nous, ils jouent contre les réseaux. Parce qu'il faut voir que derrière ces dommages que vous voyez au réseau, c'est une fragilisation sur le long terme. C'est tous les boîtiers qui sont, par exemple, laissés ouverts, ça ne va pas empêcher effectivement Internet de fonctionner sur la fibre. Pas tout de suite en tout cas. Mais dans quelques années, les réseaux vont s'user, vont s'abîmer et se détériorer. Donc ça va prendre énormément de temps. Deuxième point, l'ARCEP fait un gros travail aujourd'hui, qui est un travail d'identification, de collecte d'indicateurs, parce qu'on manque sérieusement dans ce métier, dans cette filière, d'indicateurs. C'est-à-dire de tracer, en fait, tracer les interventions. Exactement. Et ça, pour ça, il y a des solutions numériques aujourd'hui. Oui, mais vous voyez, alors je vais vous donner un exemple. Les 4 opérateurs sont tous à des degrés divers impliqués dans l'histoire. Après, il y en a qui essayent de faire des choses. Il y a notamment Bouygues Télécom qui se bat depuis 3 ans pour mettre en place une simple application qui est une application de partage d'informations entre les opérateurs. Si je branche un client et qu'en même temps, le fait de brancher ce client en déconnecte un autre, ce qui est la première des plaintes, la principale des plaintes, donc automatiquement, d'un point de vue informatique, je suis prévenu. Mais ça ne marche que si les 4 opérateurs sont d'accord. Et là, pour le coup, aujourd'hui, les 4 opérateurs ne sont toujours pas sur cette application. Donc, oui, il peut faire ce qu'il veut. Alors là, qu'est-ce que vous leur demandez très concrètement? Je ne sais pas si vous vous adressez d'ailleurs plus au pouvoir public, à l'ARCEP ou aux opérateurs directement. Alors, on s'adresse surtout aux opérateurs en question, puisque c'est les responsables, ce sont eux les donneurs d'ordre. Oui. Donc, on leur demande plusieurs choses. La première, ça peut sembler tellement évident que vous dites, mais pourquoi ce n'est pas déjà fait? Mais c'est la réalité, c'est d'avoir les plannings d'intervention. Nous n'avons pas les plannings. Vous ne savez pas quand les techniciens interviennent sur le terrain? Quand les techniciens, qui est intervenu, quand et tel jour. Donc déjà, c'est la première chose. Deuxièmement, nous n'avons pas, une fois qu'ils sont intervenus, ils restent sous-traitants en fait de l'opérateur propriétaire du réseau. Nous n'avons pas aujourd'hui systématiquement les comptes rendus d'intervention. Imaginez, vous faites travailler un prestataire, vous ne savez pas quand est-ce qu'il vient et vous ne savez pas ce qu'il a fait chez vous. Vous imaginez un petit peu ? C'est inenvisageable. Donc ça, c'est deux choses, enfin c'est le minimum. Voilà. Mais il y a une chose aussi qu'il faut vraiment, que nous demandons de manière... Donc ça, ce sont les collectivités qui sont signataires de ce... Très vite, on arrive à la fin de l'interview. Mais très rapidement, il y a aussi une chose que nous, on demandons, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça sur le mode stock. C'est impossible. C'est que les techniciens qui font ce travail-là soient rémunérés à leur juste prix, à leur juste valeur. J'ai un sous-traitant, donc un patron d'une petite PME, qui m'a détaillé
exactement, point par point, pratiquement jusqu'au trombone. De toute façon, là, on ne pourra pas le lire, c'est trop petit. Mais... Combien lui coûtent des interventions si elles sont faites dans leurs règles de l'art. Eh ben, on revient sur la question, effectivement, de la manière dont on traite les sous-traitants et dont on trouve les bonnes compétences. Merci beaucoup, Ariel Tupin. J'espère que, en tout cas, votre appel sera entendu pour que tout le monde puisse bénéficier de la fibre optique le plus sereinement possible. Ariel Turpin, je rappelle que vous êtes délégué général d'Avica. C'est l'heure de notre talk. On va parler de la régulation, là, cette fois au niveau européen, de ce monde numérique.